Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Moed Benjeloun. Je suis développeur C++. Actuellement, je travaille à Cassib. Ça fait 2 ans que je suis chez eux et par le passé, j'ai travaillé en C++ dans le secteur de la défense et avant dans l'embarqué. J'ai principalement travaillé au sein de SN et c'est ça qui m'a poussé à faire cette première présentation pour d'abord faire un état des lieux du marché du C++ en France en 2025. C'est pas particulièrement technique, mais c'est plus pour parler aux seniors afin de préserver un peu notre activité et de donc remettre en avant des choses qu'on connaît tous, mais la formation continue. Et pas la formation continue sur notre temps libre, mais la formation continue imposée dans nos horaires de travail. Donc les points qu'on va voir ensemble, c'est un état des lieux du marché, le code legacy qui est omniprésent, la comparaison avec le Rust et un peu le risque de l'inaction. Donc, je pense que tout le monde le sait, mais principalement les missions auxquelles on fait face, le contexte technique, c'est du C++, 11 à 17. Quand c'est du 11, très souvent, c'est pas vraiment du 11, c'est même du pré-11, avec des pointeurs nus, avec des new, des delete, etc. C'est pas toutes les missions, évidemment. On a aussi des missions en 11-17, avec des notions plus ou moins récentes, mais la vérité, on la connaît, l'entretien est beaucoup plus difficile que la réalité auquel on fait face tous les jours. La problématique qu'on voit, c'est que donc là chez Exat, on fait passer beaucoup d'entretiens à des juniors, des intermédiaires, à des seniors. Et le retour qu'on a chez les juniors, c'est que ils sont principalement formés sur des notions essentielles mais basiques, donc l'héritage, l'objet, le polymorphisme, mais ça peut être en fait au travers de n'importe quel langage. Ça peut être du Java, C Sharp, C++. Euh, Ce qu'on observe, c'est que dans le contexte d'émissions avec beaucoup de legacy, et pas forcément les bonnes pratiques, les pratiques les plus récentes appliquées, en fait, ils s'intègrent bien. C'est-à-dire qu'il y a un besoin fonctionnel, il y a du code qui y répond, et ça, c'est l'essentiel pour notre travail, mais ce n'est pas l'objectif de la discussion de ce soir. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un contexte technique, et ils y répondent comme ils le peuvent, et finalement, ils pourraient faire n'importe quel langage, ça serait pareil. Et aujourd'hui, ça, c'est aggravé à travers la propagation de l'IA, hein, parce qu'une IA, en fait, elle va s'adapter à un contexte, pardon, et le reproduire. Euh, donc ça, c'est un peu ce à quoi on fait face aujourd'hui. Et donc ça, c'est des exemples de code qu'on peut voir, qu'on a tous vus, c'est-à-dire des pointeurs nus qui auraient pu être des smart pointers, des boucles manuelles qui en C++ 20 pourraient devenir comment ça s'appelle, des ranges. L'écriture, elle peut porter à confusion, mais en fait, ça serait un effort, une présentation de 1 heure par un tech lead dans l'équipe, et pouf, on n'a plus peur du pipe au milieu. C'est le trait vertical. Il y a des if-else infinis. Ça, par exemple, même ça, moi, dans ma mission, ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir, alors que ça pourrait être des lambdas avec des fonctions. La première qu'on a aussi beaucoup eu avec des constantes déclarées dans des headers et propagées dans toutes les unités de translation, alors que ça pourrait être un inline et comme ça on est sûr que toutes les unités sont initialisées avec la même variable, ça nous évite des surprises. Des strings qui sont partagés par constref alors que ça pourrait être de string view. Euh, des efforts de réflexion en termes de complete time et runtime qui ne sont pas forcément maîtrisés. Ça, par exemple, en entretien, c'est une question que j'aime bien poser. Pour comment on t'expliquerait un junior const expression, pourquoi c'est bien. Voilà, ça, c'est des pratiques qu'on peut déjà dès aujourd'hui, avec le niveau du 17, mettre à jour et justifier avec ses collègues. Et là, c'est une petite comparaison avec le Rust. Donc, il ne faut pas croire que la communauté C++, elle diminue, bien au contraire. Là, j'ai récupéré un sondage de JetBrains qui a été fait l'année dernière. Et en l'espace de quelques années, là, aujourd'hui, on est plus de 16 millions de développeurs C++ dans le monde. Il y a beaucoup de texte, hein, désolé. Mais ce qui revient, c'est que la plupart des missions sont aujourd'hui en C++ 11-17. Et en fait, il y a très peu d'entreprises qui s'engagent à avoir juste l'intention de passer à 2023.
parce que C++ 20, 23, c'est quand même un paradigme très différent. Euh, si on compare avec d'autres langages comme le Rust, il y a il y a beaucoup moins de développeurs, le langage est beaucoup plus récent, il est mis à jour beaucoup plus fréquemment, ils peuvent observer que les projets utilisant le langage Rust sont très régulièrement incorporent les dernières features disponibles. Donc, je sais, dire ça, c'est facile. Je sais qu'il y a des contraintes. Le legacy, on travaille avec des projets qui ont des fois 15-20 ans. Et on ne peut pas débarquer et dire, bon, bah, j'en ai marre de faire du C++11, on va tout refaire à zéro. Je sais que c'est pas comme ça que ça se marche. Mais c'est quand même une contrainte à garder dans un coin de sa tête, surtout quand on commence à avoir des positions de tech lead ou en discussion avec le management, euh, parce que c'est quand même notre cœur d'activité. Qu'est-ce qui se passe si on ne change rien? Bon, bah, c'est le sapin qui se mord la queue. Le code legacy ne fait que s'agrandir. Là maintenant, ça devient de plus en plus coûteuse. Et en fait, l'envie même d'entamer ce processus est diminuée. Contraction du marché. Pourquoi je parle de ça? Parce que le recrutement devient beaucoup plus difficile. On a plein de juniors qui débarquent, qui se forment à minima. Et aujourd'hui, dans la plupart des missions qu'on récupère, c'est du code legacy. Donc, ils ont beaucoup de code legacy et les profils qu'ils vont recruter, c'est des profils technico-fonctionnels. Et quand on dit technico, c'est technico/senior. Sauf que là, on va recruter des mecs qui sont seniors, qui ont beaucoup d'expérience, qui prennent du temps sur leur temps libre pour se former, pour en fait entretenir des stacks qui sont très vieillissantes. Déjà, ça en décourage plus d'un. Ou alors, on a aussi beaucoup de missions où c'est en fait des profils qui sont capables d'utiliser plusieurs langages, donc C++, Java, C++, C Sharp, pour faire en fait de la transmission. Passer d'un legacy en C++ vers une autre solution logicielle qui a été faite en C Sharp, en Java, parce qu'il y a plus de développeurs, il y a plus de missions, et finalement, bah, ça fait moins de missions, en tout cas en C++ aujourd'hui. Et pour les juniors, c'est d'autant plus compliqué. Parce que comme je l'ai dit, des fois on a des développeurs juniors qui en fait sortent de formation classique, et c'est tout à fait normal, tout le monde n'est pas obligé de se former pendant des jours et des jours pour apprendre le C++26. Mais la formation initiale fournie, en moyenne, en France en tout cas, leur permet peut-être de moins en moins de rentrer en mission. Et des fois on a des pépites, des mecs qui débarquent sortis de l'école, ils savent déjà toutes les features du 26, ils maîtrisent le 23, et on leur propose des missions où en fait ils seront plus souvent amenés à débattre à jeune 4 avec le tech lead plutôt que de s'éclater avec leur langage. Je répète, je sais que le fonctionnel c'est important, mais le technique aussi. Et donc, in fine, la dette technique est croissante. Donc là, je vais partager une expérience personnelle. Donc, avant de travailler en finance, je travaillais en défense. Et on arrivait dans un contexte où on avait un code legacy qui avait 15 ans, qui était écrit en C++11. Et grosso modo, on avait quand même pas mal de rollover dans l'équipe. Et grosso modo, pas vraiment des devs ultra motivés. Et il y a une décision qui a été prise, c'est que lorsqu'un nouveau projet de développement qui aurait dû être incorporé au code legacy a été proposé, l'équipe dirigeante a proposé au management de partir de zéro et de repartir de C++17 avec un engagement de formation continue au sein de l'équipe. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y avait 2 heures qui étaient récupérées le vendredi pour former en fait euh, les plus ou moins seniors à se mettre à jour sur les dernières pratiques, les bonnes pratiques de code, les bonnes pratiques les bonnes pratiques de code. Et donc du coup repartir de zéro pour refaire tout un logiciel. Alors effectivement, ça a coûté plus cher à l'entreprise, mais ils ont eu un gros retour sur cet investissement. C'est que déjà l'équipe de développement a été très reconnaissante que au sein de leur travail, c'est-à-dire durant la journée de travail, il y avait un investissement qui a été fait sur eux et ils avaient le sentiment de monter en compétence. C'est-à-dire, je vais au travail, je rentre, à la fin de ma mission, j'ai appris quelque chose. Un faible rollover et les développeurs étaient très contents. Donc, c'est important de s'investir, de maîtriser l'aspect fonctionnel, mais c'est aussi important d'offrir un environnement récent et de permettre d'utiliser des outils qui leur permettront de s'améliorer. La petite page marketing, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut penser à mettre en place tous les outils qui permettent d'utiliser nos langages récents.
et c'est garantir la qualité, l'attractivité des développeurs. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, c'était très clair alors. Tiens. Bravo à toi. Je me branche. Tu la garder en main. Moi je la trouve ça non plus. Bonsoir à tous. Je me permets donc d'enchaîner. Donc merci Mouad pour cette présentation. C'est vrai que je rejoins beaucoup des points qu'il évoque, notamment sur le fait que malgré l'expérience qu'on peut gagner à travers notre formation, à travers nos expériences professionnelles, il y a quand même parfois, peut-être même souvent, des aspects du langage avec lequel on développe, qu'on parfois survole, qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais pris le temps vraiment de s'y attarder. Et je fais partie un peu de ces développeurs-là. Donc moi, c'est Florian Chariot, je suis du coup développeur C++ en mission chez Cassib. Je travaille sur un logiciel, c'est le back-end de plusieurs applications front-end qui sont utilisées par des traders. Donc c'est un logiciel de pricing. Et du coup, je profite de cette opportunité-là pour faire un point sur une mécanique que je ne connaissais pas assez, à mon goût, du C++, qui s'appelle le polymorphisme, qu'on ne retrouve évidemment pas qu'en C++, mais c'est quand même l'une des choses majeures que l'on puisse faire, et notamment les différences qui existent entre le dynamique et le statique. Cette présentation, je vais aller succinctement sur les définitions et les différences. J'ai fait un petit benchmark un petit truc très simple pour comparer notamment le temps d'exécution, de compilation des deux méthodes pour une fonction similaire. Et en fait, avec tout ça, je vais essayer de conclure sur quels sont les impacts en fait, de ces deux différentes méthodes de polymorphisme dans notre code. Donc, je ne sais pas. Alors, bon, je suis pas développeur front, donc la présentation, elle est sympa, mais sans plus, en termes de visuel. Donc, vous m'excuserez hein, si des fois c'est un peu petit, si des fois c'est trop gros et tout. Voilà, je pourrais m'améliorer plus tard. Donc, si vous avez fait du grec, polymorphisme, polymorphos, plusieurs formes, je rappelle du coup la base. L'intérêt, c'est d'avoir une seule interface unique pour traiter des objets de type différents de manière uniforme. Du coup, très simplement, le concept, c'est d'avoir donc une... je crois que j'ai un pointeur juste là. Le concept, c'est d'avoir... Je n'ai pas de pointeur, à moins que je me trompe, tant pis. Donc le principe, c'est d'avoir un système un peu de hiérarchie où le programme que j'ai fait, c'est d'avoir tout simplement une classe de base qui s'appelle shape, qui contient deux méthodes, draw et area. Et cette classe abstraite, on va l'implémenter de deux manières, on va la dériver de deux manières avec un cercle et un rectangle, cas basique. Dans l'application, du coup, l'idée c'est d'avoir, grâce au polymorphisme, des collections hétérogènes d'objets de types différents, mais qui partagent du coup des attributs communs, pour ensuite les traiter de manière complètement uniforme. Je ne pense pas que vous soyez complètement étranger à ces notions-là. Et du coup, en C++, on a deux manières principales de réaliser ce type d'application. On a donc le polymorphisme dynamique en premier, avec des mots-clés que tout le monde ou presque connaît, je pense, les mots-clés virtuels, mots-clés override. On utilise le principe de base de la programmation orientée objet qui est, en tout cas en C++, qui est l'héritage. Et grâce à ça, on peut avoir un petit bout de code très simple, comme présenté sur la gauche, où on va dessiner, par exemple, plusieurs objets en une seule boucle, alors que ce sont des objets différents. Le mécanisme qu'il y a derrière ça, que je rappelle du coup au milieu, et grâce au schéma qui est censé représenter ce que fait la mémoire avec ce bout de code-là, c'est que à chaque fois qu'on va faire un appel à draw sur chacune des shapes,
En fait, on va lire le virtual pointer qui se situe à l'intérieur de chacun de nos objets, qui accède donc à la virtual table. Et ensuite, dans cette virtual table, on a accès à la référence de la méthode qu'il nous faut réellement appeler. Mais tout ça, c'est un appel indirect. C'est important de le rappeler parce qu'en fait, le compilateur et le CPU, du coup, ne peuvent pas déterminer à l'avance ce qui va être fait. Et du coup, on a un temps qui, sur des petites applications, peut être négligeable, qui, sur des applications de haute performance, peut devenir très important, ça peut devenir très important de le mesurer. Donc voilà, donc je rappelle très rapidement à droite le schéma de la mémoire. Donc c'est très bien d'utiliser le polymorphisme dynamique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a certains pièges assez classiques que, même sans être un expert du polymorphisme, j'ai rencontré plusieurs fois dans le code que j'ai repris au cadre de ma mission ou que j'ai peut-être moi-même fait. Peut-être que vous-même vous l'avez fait également. Et du coup, les quelques pièges, je ne les ai pas tous mis, mais j'en ai relevé 3 qui sont pour moi assez révélateurs. Il y a d'abord le fait d'avoir un destructeur non virtuel. C'est un piège assez courant. En fait, on peut avoir des memory leaks, des fuites mémoire, si on n'a pas de destructeur virtuel dans nos classes de base. Ce qui se passe quand on assigne un pointeur sur un objet de type shape et qu'on le déclare en étant un objet circle, au moment de sa destruction, en fait, on va appeler directement le destructeur de shape, mais jamais le destructeur de circle, parce que le destructeur n'est pas virtuel. Donc ce qui se passe, c'est que si dans notre objet, on contient des tableaux et des tableaux d'entiers et tout ça, ces tableaux-là ne seront jamais libérés, donc fuite mémoire. On a également l'object slicing, c'est le fait de perdre des informations au moment de l'utilisation d'une variable. Par exemple, notre méthode process, si elle prend un objet shape et qu'on lui donne un objet circle, tout ce qu'on aura mis dans l'objet cercle, on va le perdre au moment de l'utilisation de notre méthode. C'est assez dangereux parce qu'en fait, c'est une copie qui est faite. Donc ça, faut savoir, c'est évident dans la méthode, mais ce qui se passe, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment d'erreur en fait. Nous, pendant l'exécution de l'application, il n'y a aucune erreur véritable, c'est juste que on l'a filé par copie et du coup, on a omis toute une partie de l'objet. La solution pour pallier le problème, c'est de faire un passage par pointeur ou par référence. La dernière chose que je voulais souligner, c'est les appels virtuels dans le constructeur. En fait, comme la virtual table n'est pas prête au moment de la construction d'un objet dérivé, qui dérive d'une base, si on fait un appel à une méthode dans le constructeur de la base, en fait, quand on va construire notre objet dérivé, on va appeler la méthode de base parce qu'en fait, on n'aura jamais eu le temps de regarder si cette méthode-là a été surchargée. Du coup, il faut faire attention à ça également. L'autre type de polymorphisme, c'est le polymorphisme statique. Donc, si vous êtes familier avec les templates, vous connaissez a priori déjà le polymorphisme statique. Donc, en fait, la différence majeure, ce que j'ai oublié de préciser au début, c'est en fait quand on fait le choix entre dynamique et statique, c'est est-ce qu'on veut gagner du temps sur le runtime ou sur le compile time. Ici, donc, on va perdre du temps à la compilation parce qu'on va générer automatiquement, le compilateur va générer le code, il va instancier le code pour chacune des implémentations dont on a besoin. Donc par exemple ici on va avoir nos deux classes qui sont distinctes, qui ne partagent pas de base commune, mais par contre qui partagent le nom d'une des méthodes. Et en fait on a notre template qui prend n'importe quel type, et avec l'objet de ce type on va appeler la méthode draw. Ce qui se passe du coup en interne, c'est que le type est connu à la compilation, puisque le code qui est généré, en fait, on va avoir, comme je vous disais, un render circle, render rectangle. Et du coup, l'adresse directe peut être calculée et voire le compilateur peut parfois même inliner ce qu'on va programmer avec le polymorphisme statique. Et du coup, ça permet des optimisations et tout. Mais globalement, la compilation va être beaucoup plus longue. Mais normalement, à l'exécution, on est censé gagner du temps. Ça n'empêche qu'il y a également des pièges auxquels il faut penser au moment de faire son choix.
Vu qu'on va générer une copie de nos méthodes à chaque fois qu'on va avoir une implémentation, bon, bah, si par exemple on a 100 objets, on va devoir utiliser 100 objets différents avec un template, on va avoir 100 fois la même méthode qui vont se retrouver dans notre exécutable. Et du coup, ça peut faire du code bloat. On peut avoir des exécutables beaucoup plus gros. C'est pas arrivé sur mon petit cas où ça faisait même pas 1 méga, mais sur des applications beaucoup plus épaisses, on peut avoir des exécutables pardon, qui vont être un peu lourds. À chaque fois, je propose une petite solution. Je ne vais peut-être pas forcément m'attarder sur chaque. Ça, c'était pour information. Donc, on a le code bloat, on a les contrats implicites. C'est vrai qu'avec l'exemple que je vous ai donné avant, si on fait shape.draw, il n'y a rien qui nous assure qu'en fait, le type qu'on va donner, il y a une méthode qui s'appelle draw. Le C++20 répond à ce problème en proposant les concepts. Donc, Mouad va nous en parler juste après, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est d'imposer des conditions. Il l'expliquera mieux que moi, mais c'est d'imposer des conditions sur les types qu'on va accepter, en documentant en fait précisément ce qu'on a. Et enfin, l'un des pièges avec le polymorphisme statique, pour l'avoir vu dans le code avec lequel je travaille, c'est d'avoir des templates partout, et du coup de faire une surcomplexification de notre code pour parfois 2 cas. Donc c'est pas toujours très pertinent. Donc faut y penser aussi. C'est bien de vouloir génériser son code, mais c'est pas non plus solution à tous les problèmes. Donc comme je vous disais, j'ai fait un tout petit benchmark pour me rendre compte un peu vraiment des différences pour comprendre. Et du coup, c'était simplement de comparer les deux méthodes. Donc d'un côté, pour le dynamique, je crée 500 objets shape et j'essaie de calculer l'air de tous ces objets. Je fais la même chose côté statique, mais du coup avec un usage de template. Et du coup, au lieu d'avoir 500 objets, je vais avoir 500 itérations d'une méthode qui calcule l'air d'un cercle. Donc, j'aimerais faire un premier comparatif sur simplement la syntaxe et la maintenabilité du code. Alors, ce sera peut-être un petit peu subjectif, mais parce que certains vont peut-être trouver que le statique, ça peut être très élégant, les templates, etc. Mais globalement, le template est beaucoup plus verbeux. Vous avez un exemple, je ne vais pas m'attarder sur tous les aspects du code que j'ai fait, mais le dynamique, ça se lit plutôt bien, puisqu'on comprend très vite ce système d'héritage. La création des objets est relativement simple, et l'exécution, on fait une boucle, on itère sur tous nos objets. C'est assez explicite et assez facile de le maintenir. En tout cas, pour avoir mis un junior devant un code dynamique et devant un code statique, a priori, on comprend plus rapidement le dynamique. Donc, et puis, côté statique, j'ai été obligé du coup je me suis imposé de faire des templates, j'ai dû faire de la récursion, de la spécialisation, tout ça pour avoir 500 fonctions différentes. Donc mon petit benchmark sur la compilation et l'exécution, sur ce tout petit exemple de code qui ne fait que calculer une aire. J'ai mis les valeurs, mais c'est plutôt le ratio qui est intéressant. Sur juste ces boucles-là, à la compilation, le statique est 2 fois plus lent sans optimisation au préalable du compilateur, mais reste toujours plus lent, même avec beaucoup d'optimisation. Sur l'exécution, de par nature, en fait, le statique va aller beaucoup plus vite, les appels sont directs. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'avec une optimisation, donc avec les compilateurs modernes, en fait, on arrive à réduire l'écart. Et du coup, on remarque en fait il y a 2 conclusions que j'ai par rapport à ça. C'est que la première, c'est a priori admis que le statique transforme le temps d'exécution en temps de compilation. Donc ce que tu perds en compilation, tu le gagnes à l'exécution. Donc ça peut être très intéressant dans des programmes très haute performance. Par contre, est-ce qu'il est nécessaire de se compliquer la vie avec du polymorphisme statique, avec des templates et tout, quand on a des compilateurs qui sont assez modernes, qui permettent d'optimiser? Et du coup, est-ce que les 10 millisecondes que je perds à l'exécution d'un code dynamique, est-ce que je ne les gagne pas dans la manipulation? Je prendrai les questions après si ça te va. Est-ce que c'est nécessaire du coup par rapport à la relative facilité d'écrire du code dynamique? Je propose,
pas forcément à suivre, mais c'est un peu ce que je donne aux gens que je forme. Un peu quand on doit penser à polymorphisme. Encore une fois, c'est pas très joli, hein, je suis pas front. Hein, mais, et du coup, la question de base, c'est est-ce qu'on a besoin d'une collection hétérogène? Oui, généralement, on peut partir sur du dynamique. Non, dans ce cas-là, on va réfléchir si on a besoin d'avoir des performances qui sont un besoin de performance qui est assez critique. Si c'est oui, bah, on peut partir sur du statique directement. Si c'est non, on part sur du dynamique. Mais dans tous les cas, ce que je conseille, c'est de partir sur du dynamique par défaut pour comprendre vraiment le polymorphisme et essayer de l'appliquer avec la feature qu'on a envie de développer. Ensuite, on peut mesurer et si vraiment la performance est un problème, et ensuite on optimise vers statique. Il existe des méthodes plus récentes que j'évoquerai très rapidement juste après, mais en tout cas moi ce que j'ai retenu de ce travail de réapprendre en tout cas les différentes formes de polymorphisme, c'est que les deux ne s'affrontent pas mais sont plutôt complémentaires. J'ai quoique rarement vu du code qui mélangeait les deux en même temps, même si ça peut sûrement arriver. Mais en gros, moi, je retiens 3 points. C'est qu'il faut d'abord choisir selon le contexte. Donc, c'est un peu grâce à ça que j'avais fait cet arbre de décision. Ensuite, on essaie de mesurer si vraiment on décide que la performance, c'est quelque chose d'important pour nous. Et il faut aussi penser à la balance entre la maintenabilité et la performance. Moi, j'ai un affect tout particulier sur le clean code, sur le fait que le code doit s'expliquer de lui-même, doit se lire et être compris directement. Peut-être que l'usage de template n'aide pas toujours à la compréhension immédiate. J'ai une petite citation de Donald Knuth qui disait que l'optimisation prématurée, c'est la source du mal. C'est peut-être un peu fort, mais ça résume bien parfois ce qu'on peut faire sur des applications. Je vais passer très très rapidement parce que ce n'était pas forcément le sujet. Il y a des techniques plus modernes de polymorphisme, donc il y a l'usage de variants. Les concepts, je l'ai déjà évoqué, mais Mouad va nous en parler plus tard. Ce ne sont pas des sujets que je connais bien. Bon, les variantes, ça va, je vois ce que c'est, mais les concepts, je ne suis pas tout à fait familier. Quelque chose que j'ai vu, que je vois beaucoup dans le code avec lequel je travaille, c'est le Curiously Recurring Template Pattern. C'est le fait de faire du polymorphisme statique, mais avec de l'héritage. C'est le fait de dire dans sa classe de base que en fait, on va devoir caster notre objet pour en appeler dans un type dérivé pour en appeler des méthodes de ce type dérivé. Donc en fait, on a c'est un peu cette récursion qui se fait. C'est assez difficile à débugger quand c'est mal fait. Mais voilà, il y en a qui aiment bien. Et en tout cas, ça permet d'avoir de meilleures performances. En tout cas, dans la banque, c'est assez utile. Et enfin, il y a le type Erasure. Je le mets vraiment à des fins de documentation. Je ne me suis pas forcément attardé sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est pour donner une ouverture sur la suite. Merci pour votre attention. J'espère avoir été clair. Tiens. Je t'invite à parler. Les deux. À distance, je t'invite à être bien proche, s'il te plaît. J'utilise les deux, du coup? Oui, c'est les deux. C'est une mini-conférence de presse. Du coup, ouais, j'avais une petite question. C'était quoi le test que tu avais fait? Alors, c'est ce que j'expliquais au tout début. C'est en fait, d'un côté, pour le dynamique, je vais créer 500 objets qui héritent d'une classe de base. Ouais. Et du coup, après, on fait 500 appels du coup à une méthode héritée. Donc, c'est la méthode AREA pour calculer le LR. Et à côté, par contre, j'ai un template récursif que je présentais là, où en fait, du coup, on va créer 500 méthodes différentes qui font la même chose. Ouais. Juste avec un indice différent. D'accord. Parce que moi, il me semble... Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est-à-dire que pour moi, il faut privilégier le dynamique quand on peut, parce que c'est une usine à gaz, quoi, le polymorphisme statique. Par contre, je crois que le cas où vraiment c'est utile, c'est parce que les héritages statiques, ça permet d'avoir du code cache-friendly en fait. Ça évite parce qu'en fait, avec du polymorphisme dynamique, on est obligé d'avoir des pointeurs. D'accord, ouais. Et du coup, ça fait des sous-mémoires en fait. Donc, quand on a, admettons, 20 000 données à parcourir, ça peut vraiment faire une forte différence parce qu'au niveau du cache, ça n'a rien à voir. Ok, ça marche. Mais sinon, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'avoue, c'est pas ce que j'ai voulu représenter là, mais ok. Ouais, c'est pour ça que ça me.
je pense que si tu avais fait un test avec ça, peut-être que ça aurait fait une différence. Ça marche. Merci. Non, mais vas-y, je t'en prie. Ouais, c'était juste une remarque. Tu mentionnes le CRTP comme le nouveau truc que tu veux regarder. Je te conseille de ne pas le faire parce que c'est une technique du passé. D'accord. Ok. Maintenant, il faut regarder Deducing 10, qui est la version moderne qui remplace le CRTP de manière avantageuse. Très bien. Merci. Deducing 10. Je considérais pas le regarder, c'est vrai, mais c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai vu dans le code. Mais vu que le code est assez vieux. Deducing 10. Ah oui, d'accord. Deducing 10. Merci. Ok, Ah non, c'est le mot-clé devant le. C'est le mot-clé 10 dans le premier argument de la fonction. 23 par contre. Oui. Ok. Merci. Deducing. Déduire. Trop bien, merci. oui, je voulais juste dire sur GPU, du coup, les perfs du polymorphisme sont bien pires. Enfin, en gros, on peut avoir du x10 facile. Ah oui, d'accord. Donc, Ok. pour avoir du corps portable, les templates, c'est un peu plus obligatoire que le Ok. polymorphisme. Ok. Donc peut-être que dans l'embarqué, on va plutôt privilégier du. C'est pas pour l'embarquer, c'est pour le HPC ou des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, Et voilà. oui, pour optimisation graphique. Ok. Ouais, très bien. Non, enfin, pas du graphisme, pour faire du calcul. Mais D'accord. oui, enfin, j'ai vu c'est du Oui, oui, polymorphisme, enfin, ça va, mais oui, voilà. Ça marche. Pardon. Merci. Je sais pas si je le tiens. Juste un truc, au niveau du choix entre statique et dynamique, il y a un truc qui prend en compte aussi, c'est à quel point on va être ouvert sur comment on veut ouvrir les choses. Par exemple, si on a un vecteur d'objet de type on ne sait pas ce que c'est, Inconnu, ouais. bah, on n'aura pas le choix sur le statique. À l'inverse, quand on va vouloir, juste quand on sait ce qu'on va avoir, qu'on a nos trois types dont tu parlais, bah là on peut se permettre d'avoir un vecteur de variant et avoir nos quatre types dessus, enfin nos trois types dessus. Hmm. Donc c'est un point, je pense, crucial aussi dans le choix. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci. Du coup, les concepts, c'est ça? C'est ça. C'est bon pour toi après? En fait, je t'ai une technique pour les deux d'appui. Comme tu veux. C'est ton téléphone qui a le micro. Ça fait une introduction, je pense que tu vas t'en servir un peu. Donc du coup, on va enchaîner avec les concepts. Donc l'objectif des concepts là, c'est de faire suite à la présentation de Florence sur le polymorphisme statique versus dynamique. Et c'est aussi pour introduire le sujet de Joël qui fera la suite juste après. Donc des erreurs cryptiques aux contraintes explicites. Cryptique existe bien, ça veut juste dire des erreurs cachées dans une grotte qu'on ne voit pas forcément. Donc je suis un développeur et j'ai besoin d'un conteneur pour garder des hints. Je mets des valeurs aléatoires à l'intérieur. Et puis je me dis, je veux faire bien les choses, je vais prendre la librairie algorithme et je vais faire un sort dessus. Jusque-là, ça ne me paraît pas forcément une mauvaise idée. Et quand je compile, j'ai une erreur qui est dégueulasse. J'ai fait exprès de ne pas zoomer, c'est vraiment pour que ça fasse mal aux yeux. Là, pour comprendre ce qui se passe, bonne chance. Et c'est là que les concepts arrivent à la rescousse. Parce que quand on va regarder la doc dans CPB référence de sort, franchement, moi j'aime pas trop lire. Et quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, franchement, c'est pas clair. Je vois que derrière des sorts, c'est des templates. Je vois qu'il y a des mots-clés qui apparaissent, random access iterator, move assignable. Franchement, c'est lourd quoi au début quand on débarque et qu'on voit ça, c'est un peu, ça décourage un peu. Et là, c'est magique. Maintenant, avec les concepts arrivés dans C++20, la STD ramène tout ce qui est donc la notion de concept. Et les concepts, en fait, ce sont des contraintes. Et en fait, aujourd'hui, je vais être capable, dans la définition d'une fonction, de préciser toutes les contraintes que devront respecter les variables qui vont être utilisées. La STD offre pas mal de STD, on les verra par la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on va être capable donc de définir des contraintes et donc de limiter les types qui pourront faire appel. Et qu'est-ce qui nous apporte de plus ces concepts? Des logs d'erreurs clairs.
Là, avant, j'avais un log qui était illisible. Et en fait, maintenant, pour tout, c'est pour toute contrainte qui ne sera pas respectée, ben, en fait, j'aurai un mot-clé qui va faire référence directe à la première contrainte qui va sauter et un log d'erreur beaucoup plus accessible, quoi. Donc, je disais que dans la CD, maintenant, il va y avoir un grand nombre de concepts qui seront rajoutés. Ce sont ces concepts qu'il faut utiliser le plus possible. Il y en a énormément. Et ça prend un peu de temps, mais tout ce dont on a besoin maintenant est disponible en C++20. Et à chacun de ces concepts, comme je l'ai dit, il y aura des logs d'erreur associés. Ça, par exemple, c'est un exemple d'application. Je veux définir une méthode qui va serialiser au format JSON un objet que je reçois. Bah, du coup, il faut que l'objet qui sera transféré à la fonction puisse être serialisé. Si j'envoie un entier de 2, bah, c'est pas un outil qui va serialiser, qui sera serialisable. Donc là, maintenant, c'est écrit dans le code. J'ai besoin d'un concept que je vais définir qui s'appelle JSON serialisable, qui a un requirement, convertit tout et c'est le string. Et maintenant, on a des logs. Quand c'est accepté, c'est magique. Quand c'est pas accepté, eh ben, j'ai un concept qui indique ce qui va pas. J'ai plus des logs infinis qui ne sont pas clairs. Donc du coup, tout à l'heure, un des points qu'a évoqué avec le polymorphisme statique, c'est le fait que ce soit difficilement à la lecture, c'est pas agréable. Et ben maintenant avec C++20, ça c'est la partie peut-être la plus intéressante, c'est qu'on n'a plus l'écriture sous forme de template, type name, require, le nom d'un requirement, d'un concept, le grand T, la méthode, patati patata. En fait, on a une écriture qui ressemble, qui est beaucoup plus accessible et qui ressemble au polymorphisme dynamique qu'on avait avant. C'est-à-dire que je vais définir un auto comme type de retour, le nom d'une méthode, le requirement, auto pour prendre n'importe quel pour autoriser tous les types d'arguments à recevoir. Et en fait, à la lecture, c'est beaucoup plus accessible. Tout à l'heure, quand on parlait de bonnes pratiques de code, un code qui est écrit comme ça se comprend plus facilement. T'es au courant que c'est pas les mêmes codes? C'est pas très grave, l'idée elle est claire. C'est un point qui est intéressant justement, c'est que dans le premier cas, c'est un seul type qui va être déduit pour T, alors que dans le deuxième cas, le type de l'argument A et celui de B peuvent être différents. Exact. C'est vrai, mais Le type de retour aussi peut être différent. c'est pas faux. J'avais pas pensé à ça. Et les deux sont CPP1. Pardon? Et les deux, c'est les CPP1. Oui. Est-ce que j'ai sauté une diapo? Non. Donc la structure. Donc au début, je vous ai montré des concepts qui étaient à chaque fois un seul qui était mentionné. Mais en fait, on peut les concaténer. On peut faire une agrégation de concepts. Là, par exemple, je force le concept qui soit comparable et qu'en fait, toutes les opérations inférieures, égales, différentes renvoient bien un booléen. Et donc du coup, maintenant ici, à chaque fois systématiquement, quand c'est les bons types qui sont utilisés et que l'opération bool effectuée elle est bonne, ça passe. Maintenant, si j'envoie des arguments qui ne répondent pas à ces contraintes, et ben ça ne marche pas. On aura un log d'erreur qui sera clair. Comment on faisait avant? Avant, il y avait le sfinai. Substitution failure is not an error. L'idée, c'était d'utiliser les templates avec des enable if pour à ma compréhension, avoir le même comportement. Ça marchait très bien, sauf qu'en fait, on avait pareil une écriture qui était pas aussi agréable. Et aujourd'hui, en C++20, maintenant, on a exactement le même comportement en une ligne avec le auto à l'intérieur. Et ça, en fait, j'ai oublié de le dire, mais ça s'appelle des overloading, des overloading. Et donc, du coup, maintenant, on a excusez-moi, on a la même chose ici. Désolé. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, c'était juste pour revenir sur la slide d'avant, sur Sfinai.
Il me semble aussi une des techniques qui était utilisée en C++17, si je dis pas n'importe quoi, c'était utiliser l'introduction des if context pour pouvoir Oui. spécialiser ces templates. Et donc avant C++17, du coup, utiliser Sphinx. Mais du coup, moi, je trouve que un des bons points des concepts, c'est aussi avoir une meilleure encapsulation des définitions qu'on a envie de mettre en place, quoi. Je vais peut-être dire une bêtise, mais moi, un des avantages de if concept, c'est qu'en fait, on avait aussi. C'était autant utilisé en polymorphisme statique, mais aussi en polymorphisme dynamique. Ouais. On avait le if concept, du coup, en fonction de la variable, du coup, j'ai un comportement différent, mais on pouvait aussi l'utiliser en polymorphisme statique. Est-ce qu'on peut transférer, s'il vous plaît? Merci. Super présentation, merci beaucoup. Ma question est un peu similaire, c'est-à-dire que j'ai tendance dans ma pratique à me dégager un peu de l'utilisation des concepts comme documentation des contraintes exercées sur les types, parce que je trouve qu'au final, ça a tendance à un peu copier-coller le détail de l'algorithme. Par contre, et tout ça est très flou encore, mais par contre, j'aime bien effectivement utiliser les concepts, comme disait l'intervenant précédent, pour mieux documenter les sets de contraintes et effectivement pour faire de l'overloading et filtrer les types. Est-ce qu'il y a une pratique au niveau de la communauté qui est un peu claire dans est-ce qu'on doit réserver les concepts seulement pour remplacer enable if, ou est-ce qu'on peut aussi utiliser les concepts pour documenter les types génériques, ou est-ce que c'est encore en train d'être exploré? Je vais t'apporter une réponse, mais c'est ma réponse. C'est un outil en plus. Merci. Là, on a un outil en plus. Donc, au début, tu disais concept, j'avais compris contexte. En fait, non, c'était concept. Ouais, pardon. Ouais, donc en fait, avant, effectivement, il y avait les if, contextualisation. En fait, on a des outils en plus. Et je ne sais pas si ça a des bonnes pratiques, mais personnellement, avoir du code comme ça où ça se lit très facilement, c'est forcément pour moi une bonne approche. Maintenant, s'il y a une meilleure réponse à apporter, je suis preneur. Voilà. Ouais, je voulais juste rajouter, tu as donné beaucoup d'exemples effectivement de contraintes. Donc un concept mis avant auto, ça s'appelle une contrainte. De contraintes mises pour les paramètres, mais tu peux aussi le mettre dans des variables locales. std intégrale auto ta variable égale ton retour de fonction. Ça permet aussi de plus expliciter ton intention quand tu écris ton code. Et si jamais à un moment la fonction que tu appelles change de contrat et que tu veux aller plus loin que juste mettre un auto et recevoir n'importe quoi et avoir après des problèmes de compilation, tu vas avoir un échec de la contrainte qui va être explicite et du coup tu peux aussi l'utiliser sur les variables locales. C'est ça que je voulais dire. Ouais, t'as raison. C'est une question. Vas-y, je peux le passer. Je voulais juste en profiter pour rajouter sur le point des contraintes et de rendre plus explicites les contrats implicites. Parce que moi, j'ai eu un cas où j'ai eu besoin de l'utiliser dans ma précédente mission. C'était pour, et ça revient sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la gestion du legacy. Ça permettait d'expliciter comment le legacy devait fonctionner et comment le nouveau code devait fonctionner à côté pour pouvoir me permettre de autoriser certaines routes que si on utilise les nouveaux objets qui vont avec le nouveau code et les refuser et donc passer vers des cas nuls ou des cas vides qui sont optimisés après coup quand on est sur du code legacy. Donc, mon point, c'est que les concepts aussi, c'est pratique pour pouvoir mieux encaisser le legacy et le faire évoluer petit à petit. Ouais, c'est une bonne remarque. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? T'en as eu? Merci beaucoup. Du coup, effectivement, moi, ce qui m'intéressait de savoir, avoir ton avis, moi, c'est sur est-ce que les concepts C++20 rendent réellement les erreurs de template plus lisibles, ou est-ce que selon toi, ils déplacent simplement la complexité ailleurs? J'ai envie de te dire, you tell me. Qu'est-ce qui est le plus lisible? Quelque chose écrit comme ça ou quelque chose écrit comme ça là-bas? La première, la seconde, elle m'a l'air quand même beaucoup plus lisible. Et en plus, moi, c'est vrai, effectivement que moi, j'ai présenté que les contraintes donc spécifiées comme variable d'argument pour définir les templates. Et dans les exemples qu'ils ont cités juste avant, en définition d'une variable locale
ou pour encapsuler du code legacy, bah, ça a apporté quand même une application beaucoup plus lisible. Moi, j'ai un autre élément de réponse qui est que déplacer l'endroit de l'erreur, c'est la rendre plus lisible. En particulier, ça permet d'avoir l'erreur qui est reportée au niveau de l'interface de ta bibliothèque, au lieu d'être reportée dans le cœur de la bibliothèque que tu utilises et que tu n'as absolument pas envie de connaître. Donc, simplement, même si ça n'apporte qu'un déplacement de l'endroit de l'erreur, bah, c'est déjà quelque chose de très important en fait. L'erreur est exprimée avec des concepts haut niveau et non pas avec des détails d'implémentation. Et l'erreur est exprimée au niveau de l'endroit où tu appelles la librairie externe qui a défini le concept, au lieu d'être au cœur de cette bibliothèque dans du code complètement tordu, complètement illisible, genre de code qu'écrirait Joël et que personne n'est capable de comprendre. Là, tu l'as au niveau de ton interface d'utilisateur et donc rien que ça apporte quand même déjà beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. J'avais préparé une seconde présentation sur les modules, mais ça sera plus une option à la fin, pour ceux qui seront encore motivés, parce qu'il faut qu'on avance. Merci pour vos questions. Ouais, non, c'est très bien comme ça. Pourquoi je peux pas l'avoir en plein donc vas-y, fais un clic pour voir si ça avance. Ok. Et c'est le clic du bas pour le retour. Parfait. Ouais, nickel. Bonjour à tous. Alors jusque-là, on a parlé de code à peu près moderne. Là, je vous parle un peu de code très très moderne. Rapidement, C++26, c'est un standard qui a été fixé en juin 2025 et qui sortira cette année, c'est-à-dire dans 5 ans par rapport au compilateur. Je dis ça pour rigoler. Mais du coup, je voulais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec les nouvelles fonctionnalités de C++26 et qu'on peut déjà tester parce que les gens ont tellement hâte qu'ils ont fait qu'il y a un fork de Clang qui a été fait par Bloomberg qui permet de tester tout ça. Et donc, je voulais vous montrer quelques cas d'usage un peu classiques de tout ça. Très rapidement, qui ici n'a jamais, même regardé de très loin, la réflexion C++26? Super. Donc, je vais juste faire un petit rappel. La réflexion, ça marche avec deux opérateurs. L'opérateur chapeau-chapeau, qui rend le code plus joyeux parce que tout le monde le sait. Et quand on utilise cet opérateur-là, donc c'est un opérateur unaire qu'on utilise avant n'importe quoi, une variable, un type, un namespace, et on obtient un objet qui s'appelle un std meta info, qui donne des informations métaprogrammation sur ce truc. Et ensuite, on a l'opérateur de splice, le crochet à deux points, entre lequel on peut mettre un méta-info pour retrouver ce que c'était à la base. Typiquement, on peut récupérer un méta-info d'une variable, transformer ce méta-info en type de cette variable, avec des méthodes de la STL, et utiliser l'opérateur de splice pour, du coup, utiliser ce type directement. Je suis pas assez proche? Pardon. Donc toutes ces méthodes-là qui permettent de travailler avec les std meta info sont dans le header meta. Et les autres fonctionnalités que vous allez voir dans cette présentation, c'est le template for. Le template for, pour faire très très simple, c'est un for qui est déplié quand on l'exécute. Et c'est très puissant parce que ça permet du coup de déplier un parcours de tuples, par exemple, avec des types hétérogènes. Et le define static string array et object, c'est une façon assez simple d'avoir une valeur qui est consteval qu'on va déplacer dans une variable statique qui sera accessible au runtime. Et le consteval block, c'est un bloc d'exécution, c'est comme une fonction immédiate consteval qui est exécutée immédiatement au moment où elle est compilée. Vraiment tout de suite. Ça permet de faire des manipulations un peu étranges du type créer des types à la compilation de façon dynamique. Enfin, dynamique d'un point de vue compilation.
Un des cas les plus pratiques et qui est un peu le cas useful, enfin le cas un peu connu, obvious, parce que tout le monde a déjà eu ce problème-là, c'est convertir une enum en string pour pouvoir la log. Et avec la réflexion, ça devient faisable. Donc voici un exemple d'utilisation. Et on peut voir du coup notre enum to string ou object to string, quitte à convertir une enum, on peut convertir un objet. Donc ça, c'est quelque chose que la réflexion permet. La réflexion va permettre d'aller chercher un objet, parcourir son contenu et afficher, récupérer sous forme de string le nom des variables, le nom des membres, le nom des types, etc. Je précise juste, si vous voyez mrf 2.2 devant quelque chose, c'est que ça vient du code que j'ai écrit moi. C'est pour vous le différencier de la STL, parce qu'on a la template substitution deduction qui marche parfaitement avec la réflexion, et donc parfois je ne mettrai pas std meta info, parce que sinon on ne peut pas faire tout rentrer dans une slide. Alors c'était bien object to string, enum to string, mais en fait on peut aller beaucoup plus loin. On peut carrément généraliser formateur, du coup, dire qu'on veut formater n'importe quoi. Formateur, tout le monde voit ou pas du tout? Ok, c'est une feature de C++20 qui est utilisée pour le print line, qui est ajouté en 23. Il a fallu 20 ans pour avoir un std print, mais c'est pas grave. Donc là, on a globalement le même truc. Est-ce que quelqu'un voit un défaut sur une implémentation qui ressemble à ça? Sur une généralisation totale de std formateur qu'on vient de parler des concepts, par exemple? On ne peut plus rien spécialiser. En fait, il faudrait pouvoir formater de façon générale, mais en disant toi t'es OK, toi t'es pas OK. Générer automatiquement, choisir ce pourquoi on génère automatiquement un formateur. Ça tombe bien parce qu'il y a un truc que j'ai pas mis dans la première slide, c'est les annotations. Alors, je vais revenir sur ça juste après. On pourrait imaginer une annotation. Personne ne voit, j'imagine, ce que c'est qu'une annotation, enfin très peu. Une annotation, c'est juste une information qui est rajoutée au type et qui est observable uniquement à la compilation par la réflexion. Ici, j'ai par exemple mon enum fruit qui a, donc la notation, vous la voyez, c'est mrf enable format. Cette annotation, quand elle est présente, va permettre de trouver l'overload de formateur pour les types associés à enable format et donc d'avoir un formateur spécialisé pour les types uniquement annotés. Donc là, on a spécialisé un formateur pour fruit et color sans rien écrire comme code, parce que le reste est fourni par une lib. Pour vous faire, du coup, j'avais une slide qui fait peur, c'était celle-ci, entre parenthèses, comment on check une annotation. C'est juste pour vous montrer à quoi peut ressembler du code qui utilise la réflexion un peu de façon, c'est pas musclé, mais ça utilise un peu tout. Je propose de vous laisser 5 secondes regarder ce code, et si vous avez des questions, levez la main, et sinon on reviendra dessus à la fin, pour éviter de passer trop de temps dessus. Ouais. Alors attends. Ouais, ça fait vraiment ça. Les annotations, c'est quoi le scope du truc? C'est une DLL? C'est quoi? Par exemple, si on a plusieurs DLL, l'annotation va être... L'annotation, c'est évalué uniquement à la compilation. C'est évalué uniquement à la compilation. C'est présent que à la compilation. L'information d'annotation, elle est perdue dans le code compilé. C'est-à-dire qu'un code annoté et un code non annoté vont fournir exactement le même binaire. Le seul truc que tu peux faire, c'est utiliser l'annotation pour après, si elle existe, tu vas générer tel type ou tel type, par exemple. Mais tu ne vas pas pouvoir faire, l'exporter au runtime de façon triviale. C'est pas, voilà. Quelqu'un d'autre? Ok. De toute façon, on refera les questions à la fin s'il y en a qui arrivent. Et du coup, moi, je voulais vous montrer, je voulais vous montrer un cas de formateur par défaut. Et ça, c'est un peu la première idée que tout le monde a eue. En se disant, la réflexion, on va pouvoir enfin débugger nos types, débugger au printf de façon un peu moins bizarre qu'avant.
On va pouvoir faire de la sérialisation, des sérialisations. Il y a plein d'autres choses en fait. Un autre truc par défaut qu'on pourrait activer, c'est un opérateur d'égalité qui fait une égalité membre à membre. Il faut quand même avouer que c'est vachement pratique de se dire qu'on ajoute une annotation et notre type, il a son opérateur par défaut. Et en fait, en plus, le type derrière à lire, il est relativement simple. Voilà, c'est un code de réflexion assez simple où pour chaque membre, on va juste comparer les membres. Autre cas, on pourrait faire du hashcombine. Alors c'est du hashcombine, ça si vous utilisez en prod, on évite. C'est un hashcombine avec juste un XOR. Je ne sais pas combien il y a de failles de sécurité qui sont apparues à cause de ça, mais suffisamment pour ne pas le refaire. C'était juste pour l'exemple. Donc là, on pourrait, du coup, j'ai fait un hash basique avec un exemple basique. Ça veut dire que du coup, notre vecteur 3 peut passer en clé d'une another map, par exemple, ou dans un hash 7, tout ce qu'on veut. Donc, c'est des trucs par défaut qu'on va pouvoir activer. Et ça, je trouve que c'est le gros potentiel des annotations en collaboration avec la réflexion. On va pouvoir diminuer le travail du développeur end, enfin du end user, et en ajoutant du travail par contre sur les libs, mais on fournit la lib une fois et ça marche, quoi. Je vais aussi vous montrer un autre cas, un peu bizarre. On pourrait imaginer un nouveau type de cast. On commence à avoir un certain nombre de castes qui font soit partie du langage, soit partie de la STL. Et ces castes ont tous leurs avantages et leurs défauts. Premier cast auquel tout le monde pense généralement, sauf si c'est celui en C, c'est le static cast. Le static cast, ici, dans notre cas, il ne va pas fonctionner. On va essayer de caster, du coup, juste pour vous montrer, un vecteur de float en couleurs qui contiennent des floats potentiellement de 0 à 1, je ne sais pas, je ne connais pas la lib, et puis éventuellement une autre lib qui utilise des couleurs, mais sous forme d'entiers. Bon. On se dit que caster de vecteur 3 à color, c'est relativement simple. Mais pas du tout. Les types sont certes, en termes de layout, absolument identiques. En plus, coup de bol, ils s'alignent pareil. Mais on n'a pas de méthode vraiment très safe de faire ce cast en étant sûr qu'on ne s'est pas gouré de type. Static cast, il va refuser. Les types ne sont pas reliés entre eux. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de hiérarchie, etc. Alors, layout cast, je l'ai mis en deuxième, j'aurais peut-être pas dû. Mais layout cast, du coup, c'est un cast qui réussirait. Et en C++ 20 de mémoire, on a le bitcast qui permet de faire la même chose, à une différence près, c'est que bitcast ne vérifie pas les types, il fait juste une copie du layout. Et donc là, on peut voir sur la console qu'avec le bitcast, on s'est retrouvé à compiler quelque chose qui va nous donner des valeurs absolument absurdes. Et donc potentiellement, on a compilé, on est content, on n'a pas eu d'erreur, et en fait, on a une sacrée erreur en production. Sachant que du coup, on voit que le layoutcast avait interdit la compilation vers le type entier, parce que le layout n'est pas le même. Sachant que ça va aussi un peu plus loin, le layoutcast, là ça semble évident, mais on pourrait avoir des alignements particuliers pour les variables. Et le layoutcast va les détecter. Là, j'ai mis 3 variables de taille 32, on pourrait avoir une variable de taille 8, mais alignée sur 32. Et oups. Donc voilà, je voulais faire vraiment un tour rapide pour ne pas dépasser les 20 minutes. Mais je voulais quand même mentionner, j'ai pas mentionné, mais je voulais parler d'autres possibilités. Il y en a qui font du Data Oriented Programming ici. Voilà. Bon, le problème struct of arrays versus arrays of struct, je pense que c'est un problème qui est très récurrent. Et là, on pourra, avec la réflexion, et il y a déjà des gens qui ont fait des beaux codes pour faire ça, tu définis une structure et elle la transforme en struct of array. C'est une meilleure façon de séparer les données, c'est plus cache-friendly dans plein de cas. On va pouvoir faire un peu, alors la dernière fois j'en avais parlé pour ceux qui étaient là en me disant que c'était un peu le travail du démon de faire ça, mais plus j'y réfléchis et plus je me dis que c'est un travail du démon un peu gentil quand même.
vous pourrez rajouter du static checking qui est défini par le développeur. On inclut un header, et le header va faire une inspection de tout ce qu'il y a dans le code et dire, toi, tu respectes pas la rule of 5. Toi, tu as des méthodes virtuelles et des méthodes pas virtuelles. Pourquoi? Parce que peut-être on a défini une règle arbitraire qui était que si toi tout est virtualisé, soit tout ne l'est pas, etc. Pour du parsing de messages, je ne vais pas faire la liste, je vous laisse lire un petit peu. Et il y a deux autres sujets très intéressants, c'est simplification de la STL. Il y a des implémentations très élégantes de STD tuple avec la réflexion qui les rendent beaucoup plus facilement lisibles. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'implémentation des STD tuple, c'est loin d'être trivial. Et avec la réflexion, on passe à peu près sur 30 lignes. Et enfin, Rust, pour le coup, on va pouvoir s'inspirer un petit peu de lui, parce que Rust a la réflexion depuis le début, et donc il y a déjà eu des bonnes idées de comment l'utiliser correctement. Et il y a notamment deux libs de Rust qui sont très connus pour ça. Clap, qui est un argument de parseur très facile d'utilisation. On définit une structure qui définit nos arguments et c'est fini. Et CRD, qui est une lib de sérialisation des sérialisations. Je pense que ces deux libs-là, on va très vite avoir leurs équivalents en C++. Ça ne sera pas dans le standard, je pense. C'est trop arbitraire pour être dans le standard. Par contre, on risque d'avoir des bonnes libs bien maintenues, faciles d'utilisation, qui répondent à ces besoins. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Ah oui, alors juste pour dire, tout le code que je vous ai montré, j'ai pas mis les liens Compiler Explorer parce que le code autour est un peu long. Par contre, vous avez un GitHub avec tout le code dedans. Voilà, sur une lib que j'ai appelée MetaRef, c'est le fameux MRF que vous avez vu. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Merci. Donc, je sais que c'est encore expérimental, mais est-ce que tu as des retours sur les temps de compilation? Parce que par exemple, Oui. sur l'exemple de la STL, où tu disais j'en ai un. ça passe à 30 lignes. Donc oui, j'ai un retour qui est le mien, parce que je fais joujou beaucoup, j'ai compilé la version bluebank.clang pour essayer. Temps de compilation, c'est pas compliqué, c'est monstrueux, mais c'est pas encore optimisé. Donc aujourd'hui, ils ont voulu aller sur la feature, et comme ils aiment bien Donald Knuth, ils n'optimisent pas avant de faire le reste. Donc pour le moment, effectivement, c'est long, et niveau RAM, c'est terrible. Ça bouffe toute la mémoire. Par contre, au runtime, on a gagné beaucoup de temps. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ? Merci beaucoup. Il y a Prosper. C'est pas grave, je te pardonne. C'était plus une remarque qu'une question, ou un peu des deux. C'est ce que tu as montré avec les annotations, ça m'a fait penser, on n'en a pas parlé en plus, et ça m'a fait penser aux métaclasses. Ouais. Et je ne sais pas si tu as une comparaison entre la vision de Herbe des métaclasses et l'usage des annotations comme tu l'as fait. Ouais, alors, est-ce que qui juste voit pas ce que c'est les métaclasses? Donc l'idée d'une métaclasse, c'est quelque chose qu'on mettrait autour du mot-clé classe quand tu veux définir une classe. Tu vas mettre par exemple std interface classe, quelque chose, pour dire que ta classe est une interface. Une métaclasse, c'est quelque chose qui va modifier le type la classe que tu es en train de définir. Par exemple, la métaclasse interface pourrait rajouter en gros le égal 0, la virtualité pure, à chaque méthode. Forcer la création d'un destructeur virtuel. Ce genre de choses. Et donc la question de Prosper, c'est est-ce qu'avec les annotations, on ne peut pas faire ça puisqu'on peut observer des choses et agir par rapport à ça? Il y a un parallèle, c'est sûr. Maintenant, aujourd'hui avec la réflexion, on ne peut pas modifier de code. Donc on ne peut pas rajouter la virtualité pure. Même si on a une annotation qui permet de détecter des classes qui seraient marquées interface, par exemple, on ne peut pas rajouter la virtualité pure à ces méthodes. On pourrait par contre rajouter un check qui dit que si c'est tagué interface, on fail si toutes les méthodes ne sont pas virtuelles pures. On fail la compilation. Et donc là, on se retrouve avec on impose un concept à une classe. Oh, c'est intéressant ça. On impose un concept à la classe qu'on définit. Ça pourrait être marrant. Mais j'y avais pas pensé.
Voilà. Il y a une question derrière toi. Ouais, tu parlais de pouvoir faire à la compilation des vérifications du style est-ce que tu respectes la rule of five ou autre chose. Quel pourrait être l'intérêt quand on a des outils qui font déjà ça pas trop mal comme Sonar? C'est peut-être fait exprès. Non, je rigole. En fait, ouais, quel est l'intérêt? Je comprends bien que tu pourrais avoir le résultat directement à la compilation, donc évidemment c'est intéressant, mais là où tu as un rapport complet de tout ce que tu as fait de mal dans ton code, quel serait l'intérêt d'avoir ça à la compilation? Alors, tu avais quelque chose à rajouter? C'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais je pense qu'on a tous connu dans une équipe un vilain petit canard qui n'a pas Clang Tidy, qui n'a pas Clang D, qui code sur Notepad, et encore, qui code peut-être avec Ed. Et donc, ça serait une façon un peu méchante d'imposer un check statique. Quand on parle des outils comme Sonar, je suis d'accord, mais Sonar, ça demande une infrastructure, ça demande une installation. Tous les projets ne peuvent pas. Et encore une fois, moi, le coup du header qui fait des checks statiques, pour moi, c'était une grosse blague à la base que j'avais donnée la dernière fois. Et on m'a dit, c'est pas si bête. Et moi, je t'ai trouvé l'exercice mental de me le dire. Et je dis, voilà, c'est possible. S'il y en a qui veulent casser les pieds de tout le monde, faites-le. Et dans les trucs que je n'ai pas cités, on peut imposer une coding style. Hein. On peut imposer notamment que les membres commencent par M__, ce genre de truc. Pour bien embêter tout le monde. Je sens qu'il y a des personnes qui adorent ça ici, notamment avec un sweat bleu. Et je voulais me permettre de rajouter un autre élément de réponse. C'est tu peux aussi comment dire, check des règles qui vont avoir du sens que dans le code, dans le projet que vous êtes en train de faire. Par exemple, nous, sur un projet sur lequel je travaille en ce moment, on a des limites sur ces monothreads, sur une certaine direction. Et parfois, des gens créent quand même un autre thread. Et donc ensuite, potentiellement, un jour en prod, on va avoir le programme qui crache parce qu'on a une lib importante qui n'est pas thread safe. Et ça, faut le voir à la paire. Potentiellement, on pourrait tenter d'écrire des checks qui vont vérifier qu'il n'y a pas des appels particuliers qui sont effectués, etc. Ça pourrait être utile pour autre chose que de la méchanceté, même si... Non, on est d'accord que c'est le travail du démon globalement. Du coup, tu disais qu'on ne peut pas modifier une classe existante, mais est-ce qu'on a le droit de prendre une classe, en créer une nouvelle dont les méthodes seraient virtuelles et retourner ce type-là pour qu'il soit utilisé plus tard? Après, je me rends pas compte Techniquement, de oui. Hop là. Alors, j'ai pas encore trop fait joujou avec, mais il y a une méthode de STDMeta qui s'appelle DefineAggregate qui permet de créer un type. On peut créer un type, mais on ne peut pas créer de méthode dedans. Techniquement parlant, tu pourrais extraire des membres d'un autre type pour les mettre dans ce nouveau type. Est-ce que tu peux aller aussi loin que créer des méthodes et les rendre virtuelles? Non, tu ne peux pas aujourd'hui, du tout. Et je ne vois pas comment ce serait faisable. Après, tu peux faire des trucs dégueulasses et avoir en membre des lambdas. Comme ça, ton type, il fait 8 km de long, mais c'est pas grave. Donc, pour te répondre à ta question, peut-être un jour ce sera faisable. Je pense que c'est peut-être dans l'objectif de C++, peut-être 29 ou plus, de pouvoir créer des types avec des méthodes, etc. Déjà, je suis étonné qu'on ait le define aggregate. Là, j'ai testé tout à l'heure, en plus, que LangD arrive à faire des suggestions sur un type défini comme ça. Déjà, on est content. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup.